On peut se poser la question des photographies de l'intime. Un des plus grands problèmes des clichés photographiques, comme j'imagine si vous avez des clichés qui traînent depuis des années, c'est qu'on n'est pas capable de les dater. Et on se pose toujours la question, où ont-elles été prises, dans quel contexte? Alors heureusement, cette photo fait partie de celle prise par Dornac et lui-même, dans son carnet, indique une date. Donc nous savons que c'est en septembre 1898. Savoir que Clemenceau adopte des poses dans les différentes pièces de son appartement, sachant qu'il s'agit de photos promotionnelles, déjà à l'époque, change la façon dont on comprend des photos que si on pensait que c'est lui qui les a prises pour se faire plaisir. Dans cette série, les journalistes écrivent aux personnalités en vue. Ils les invitent à participer donc, à une galerie de personnalités, et c'est une citation, de personnalités contemporaines entreprises au journal Le Monde Illustré et présentées de manière originale. Donc c'est une lettre à Edmond de Goncourt, l'invitant à participer. Ainsi, ce ne sont pas exactement des photographies de la vie intime, mais plutôt des photographies d'une vie intime mise en scène pour le public. Cette situation explique le choix prédominant des pièces demi-publiques dans lesquelles figurent les participants, des salons, des cabinets de travail. Et en fait, la première fois que j'ai fait une conférence là-dessus, j'avais une collègue qui s'est écrit « Mais comme c'est bourgeois !» Et effectivement, c'est le jeu. On renforce son standing social quand on accepte de figurer dans cette série. Se faire photographier entouré de beaux livres, de journaux, d'œuvres d'art, des œuvres d'art reconnaissables comme celles autour de vous ou dans l'autre salle des Rodin, des Rembrandt, des céramiques estampes japonaises, sert à panthéoniser en quelque sorte, sont l'expression de Félix Nadar dans les années 50, les grandes figures de l'époque. On en fait partie. Donc la preuve de la façon dont cela a été vu comme une prétention est Paul Verlaine, qui s'en moquait. Alors lui, il a insisté à ce que Dornac le prenne en photo chez lui, au Café François Ier. J'imagine que vous connaissez tous cette photo. La presse est choquée, les Parisiens, comme Robert de Montesquieu, vont commencer à aider Verlaine, qui est si manifestement déchu. Mais la même année, vous avez Paul Verlaine qui va chez Otto Wegener se faire photographier afin d'entrer dans l'Académie française. Donc en fait, il y a un vrai jeu avec ces photos publiques. Donc ce n'est pas étonnant que Georges Clemenceau ait cherché à employer la photographie et surtout la série Nos contemporains chez eux en 1898 pour se repositionner dans les yeux du public. Il vient de vivre une période extrêmement compliquée, l'affaire de Panama dans laquelle il est impliqué, la perte de son siège de député, le divorce avec sa femme, de multiples humiliations commentées ad nauseum par ses ennemis dans la presse. D'ailleurs, c'est un peu ce que Lise Dentignac laisse entendre dans les cartels de l'exposition, si vous avez le temps de passer. Quand il est photographié au 8 rue Franklin en septembre 1898, c'est au moment où Clemenceau vient de publier son premier livre, Les plus forts, et où il soutient Zola et Dreyfus dans l'affaire Dreyfus. Donc, le représenter assis à un bureau avec un plume, un encrier, des papiers, des livres, tout le nécessaire pour fabriquer un roman ou écrire des articles de presse, n'est-ce pas aussi l'aligner avec les autres participants de la maison Clemenceau, dont vous avez les noms ici? Vous avez Zola, Alphonse Daudet, J.K. Huysmans, Edmond de Goncourt. Et s'aligner avec les autres auteurs charpentiers qui sont tous investis dans le monde de l'art, n'était-ce aussi une façon de se positionner dans ce monde artistique, donc quitter la politique pour l'art. Sylvie Bourdiac note que le milieu artistique commence vraiment à soutenir Clemenceau quand il quitte la politique et il fréquente le grenier d'Edmond de Goncourt à partir de 1893. C'est un haut lieu artistique où se réunissent ces mêmes écrivains, publiés par Charpentier.
et l'influence de Goncourt. Oh, voilà Zola qui figure dans la série. Goncourt qui figure dans la série. Je me devance, mais... aller chez Goncourt, donc, n'est pas négligeable non plus, car c'est lui qui a lancé l'association entre le milieu de l'écrivain et son inspiration littéraire, avec La Maison d'un artiste qu'il a publié en 1881. Donc Dornac lui-même va s'inspirer de Goncourt, avoir l'idée que la psychologie et puis ce milieu de l'écrivain va influencer son travail. Ce lien psychologique entre objet, production artistique et écriture va profondément modifier la conception du travail de l'écrivain. Donc ce n'est plus comme Marceline Desbordes-Valmore, la poétesse qui reçoit de l'inspiration divine. Ce sera plus l'inspiration des menus objets qui nous entourent. Donc Goncourt publie La Maison d'un artiste en 2 volumes, mais il fait commander des photographies des différentes pièces de sa maison avec l'idée d'en faire une édition illustrée. Il n'a pas pu le faire, mais Geneviève Lacombe, dans son édition récente du livre, incorpore la plupart des photos prises que Goncourt a commandées. Aujourd'hui, ces photographies se trouvent dans 3 albums. Il y en a un à la Bibliothèque nationale, un au Musée Carnavalet et l'autre à la Fondation Custodia. Tous ont des différences, de légères différences. Donc, lorsque Clémenceau choisit de se faire photographier par Dornac dans sa maison d'un artiste, à la rue Franklin, il s'inscrit dans un contexte artistique déjà reconnu visuellement par ses contemporains et qu'il essaie de mettre en marche dès son arrivée dans l'appartement en 1896. Donc, comme les autres écrivains publiés par Charpentier, Clémenceau va se créer une maison d'un artiste. Vous y êtes. Mais la sienne va se greffer sur celle qui l'a précédée, l'appartement japoniste de Robert de Montesquieu. Et Montesquieu, lui aussi, était un acolyte de Goncourt qui tenait la maison d'un artiste comme sa Bible, il écrit. Donc le choix du 8 rue Franklin, que Clémenceau prétend anodin, s'inscrit parfaitement dans cette construction de sa nouvelle identité artistique. Donc, dans la maison de ces 2 artistes où nous nous retrouvons, Clémenceau a accueilli un journaliste, Maurice Guillemot, quelques mois après son arrivée au printemps 1896 dans ces lieux. Dans cette interview, il fait visiter le nouvel appartement et il présente le choix d'adresse comme un pur hasard. Ses enfants sont partis de la maison, il recherchait un appartement plus modeste à la campagne, plus convenable pour son nouveau statut de célibataire, et son grand appartement à la rue Clément Marot était trop grand. Bon, il voit l'appartement, il tombe amoureux du grand marronnier dans le jardin, et 48 heures après, je m'éménageais, il dit. Alors, la réalité, comme l'a découvert Geneviève Lacombe, c'est beaucoup plus prosaïque. Il a signé le bail en décembre 1995, comme nous tous. Il aménage en avril 1896. Mais nous sommes dans un récit littéraire, c'est une construction d'identité. Donc, voilà l'entretien, l'interview. Guillemot met l'emphase sur le pastoral, des poussins qui picorent parmi les rosiers, les glycines, et l'émotionnel, le coup de foudre pour l'appartement, le bonheur, la joie, la fortuité de ce déplacement qui permet à Clémenceau, âgé de 55 ans, à retrouver la vie dont il rêve depuis longtemps, une vie de gentleman farmer écrivain. Il souligne donc la nature très confortable et très artiste de cette maison. Et donc c'est une façon de résumer cette transformation de Clémenceau, homme politique jadis, écrivain de talent aujourd'hui. Donc ainsi sont énumérés dans la visite les éléments artistiques qui viennent confirmer cette nature artiste. Des chaises Trianon, le thé offert à l'invité, des états esthétiques de sa chambre, des dessins
japonais dont une étude de tigre à la fougue de Delacroix avec la science de vérité de Barry, une aquarelle d'Okusai, une gravure d'après Millet, des Rodin, des japonaiseries, les murailles de livres, la grande table de bois sculpté et on s'entend à un fauteuil tournant, des photographies, des chefs-d'œuvre, bon, tout ce que vous voyez est toujours là, ou a été remis. Donc ce sont exactement les détails que Dornac va saisir dans ses photographies lorsqu'il viendra 2 ans après. Les prises de vue que Clemenceau accepte de faire circuler mettent l'emphase sur cet homme artistique. Vous voyez les papiers, les plumes, les volumes reliés. Une prise de vue non publiée, mais prise, montre Clemenceau dans son jardin avec son poulailler, ses poussins. Donc en fait, c'est une vraie répétition par la photo de ce qui a déjà circulé par écrit. Donc Dornac confirme ce que les journalistes racontaient depuis 1896. Clemenceau est un écrivain de talent et il s'inspire de cette thébaïde de Passy. Donc on situe Clemenceau dans une plus grande tradition artistique, parlant de ses projets d'écrivain, insistant sur son goût artistique. À la fin de l'interview, Clemenceau glisse quelques mots qui contribuent à renforcer cet ancrage dans une tradition artistique. Il mentionne le nom de tous ceux qui ont habité l'appartement avec lui, avant lui. L'acteur Edmond Go, une marchande de tableaux, le gymnaste La Rochefoucauld et, plus récemment, Robert de Montesquieu, dont il a dû effacer les hortensias bleues qui se trouvaient partout, même ellipse, et je reviendrai à l'ellipse. Donc, gardez en tête cette ellipse. Si Clemenceau se moque des hortensias bleues de Robert de Montesquieu, c'est qu'une référence connue du public. Cette même année, il publie un volume de poésie, Les hortensias bleues, et effectivement, le motif visuel figurait partout dans l'appartement au moment de Montesquieu, donc de 1888 à 1894. Lorsque Georges Rodenbach décrit l'appartement de la rue Franklin dans un article élogieux pour Le Figaro du 6 juillet 1892, il remarque l'ubiquité des hortensias. Dans toutes les pièces, sous toutes les formes, on trouve des hortensias. En bronze, en porcelaine, en ivoire, sur des écrans, des bibelots, des éventails. Il a la délicatesse de ne pas mentionner le cabinet de toilette. Mais c'est pour ce même cabinet de toilette que Guillemot censure Clemenceau dans son article. Même des hortensias bleues dans le cabinet de toilette. Donc rien de plus intime, effectivement. Ce commentaire d'ailleurs suggère que Clemenceau connaissait déjà le décor de Montesquieu par le biais de Rodenbach ou Edmond de Goncourt, qui a visité cet appartement en 1991. Il a consacré un long passage de son journal à ce merveilleux cabinet de toilette, avec son tube fait d'un immense plateau persan émaillé qui est à côté de la plus gigantesque bouilloire en cuivre martelé et repoussée de l'Extrême-Orient, le tout enfermé dans des portières en bâtonnets de verre de couleur, une pièce où l'hortensia est représentée en toutes les matières, sous tous les modes de la peinture et du dessin. Et donc, Goncourt a dû être particulièrement passionné par le cabinet de toilette parce qu'il lui-même aimait regarder les couleurs de belles choses lorsqu'il se brossait les dents. Bon, c'est du moins ce qu'il dit dans La maison d'un artiste que vous avez ici. Au contraire de Montesquieu, qui ne semble pas avoir pris en photographie son cabinet de toilette, Goncourt le fait cette même année qu'il visite cet appartement. On voit donc des murs recouverts de bambou, des estampes japonaises, des céramiques, des gravures. Donc il y avait quand même de l'influence mutuelle entre, on voit la triangulation Goncourt, Montesquieu, Clemenceau. Et Montesquieu et Goncourt qui prennent tous les deux des photos de l'intime.
Comme Goncourt, Montesquieu a fait lui aussi des albums de photos, des centaines et des centaines de clichés ou de reproductions collées dans 2 séries d'albums. Donc, le premier, qui contient 3 albums de clichés originaux, est conservé dans une collection privée et qui a été publié à partir de... Enfin, en partie, je le passerai si ça vous intéresse, sous le titre « Ego Imago » par Philippe Thiebaud. C'est un très beau livre. La seconde série, dont je vais vous parler ce soir, est conservée à la Bibliothèque nationale, qui contient un ensemble de notes, d'images, de lettres, de poèmes, voilà, regroupés sous la rubrique « Ma vie dans mes 2 murs » et qui s'accordent aux lieux et aux événements mentionnés dans les différents chapitres des mémoires de Robert de Montesquieu. Ce sont vraiment des photos de l'intime, car Montesquieu, par exemple, n'a pas accepté de figurer dans la série de Dornac. En partie, il a soigneusement protégé son image publique, ce qui n'est pas étonnant, comme le remarque Antoine Bertrand. Son amour-propre avait été vraiment blessé à l'époque de la publication d'Arrebourg par Huysmans, où tout le monde l'a pris pour le protagoniste décadent d'Arrebourg, des Esseintes. C'est en fait la faute au poète Stéphane Mallarmé qui est allé raconter à Huysmans les décorations, les installations merveilleuses qu'il avait vues chez Montesquieu. Donc Huysmans, bien sûr, il a brodé, mais dans l'esprit public, les hortensias bleues sont Montesquieu, et puis donc il se cache du public, mais il prend quand même énormément de photos probablement, pour le plaisir, mais aussi pour documenter, pour la postérité, la qualité artiste de ces installations qui sont absolument merveilleuses. Donc il photographie ces 2 murs, et ces images de la vie intime présentent un tout autre Montesquieu de celui qu'on croit connaître dans des tableaux qui circulaient de façon publique. Donc dans les albums, il joue avec des costumes, des parasols, des objets d'art. Il est dans le jardin avec des amis, de la famille. Et donc là, nous sommes dans le jardin derrière. Donc, ce sont des photos prises par Otto, donc le même Otto Wegener dont j'ai parlé au commencement. Et curieusement, il n'est pas connu donc, pour les photographies à la maison, il est connu pour être photographe de la mondanité, la grande mondanité qui allait à son studio. Et nous l'avons vu lorsque Paul Verlaine cherchait à aller à l'Académie française, il est allé chez Otto qui était bien vu. Donc, si Montesquieu, lui aussi, a fréquenté le studio d'Otto, et vous avez un exemple, il a commandé aussi des séances où Otto venait, où ses opérateurs venaient chez lui. Et donc, nous conservons dans ces albums, entre l'Ego Imago et la Bibliothèque nationale, une vingtaine de clichés où nous voyons Montesquieu dans son jardin japonais. Et vous voyez ici, peut-être pour une des premières fois, une idée de ce qu'ont pu être ces jardins à l'arrivée de Clemenceau, ou juste avant l'arrivée de Clemenceau. Et vous découvrez un Otto moins connu, un photographe qui avait quitté son studio pour faire plaisir à un bon client. Donc ces photos nous permettent de comprendre un tout petit peu comment ces jardins ont pu disparaître à l'arrivée de Clemenceau. Donc là, c'est un peu plus tardivement, mais vous voyez, vous ne voyez pas les mêmes objets. Et comme il s'agissait donc d'une résidence de location, donc ça s'explique tout simplement, les locataires n'avaient pas le droit de faire des changements permanents au jardin. Et donc c'est dans le bail que vous avez très gentiment partagé. Donc Atta Watzke, le jardinier de Montesquieu, là, c'est un peu plus, c'est dans une autre résidence. Il a trouvé une astuce formidable, des pots en céramique de l'Extrême-Orient dans lesquels étaient plantés des bonsaïs, des hortensias, d'autres plantes exotiques. Donc des sculptures japonaises, des éventails, des lanternes
complète le décor. Et on voit bien la taille des plantes dans cette photo de Montesquieu et sa nièce. Et on comprend mieux pourquoi Edmond de Goncourt était si impressionné par ce qu'il appelle ce petit jardin fantasque qui a pour arbre une demi-dizaine de ces chênes et de ces thuyas en pot qu'il a achetés à l'exposition japonaise. Arbres nains qui ont 150 ans et qui sont de la grandeur d'un chou-fleur. Donc il parle aussi d'une sorte de serre bibliothèque de ses livres préférés. Donc Otto semble photographier très peu à l'intérieur de l'appartement, donc, ce qui est normal à un moment où le flash n'est pas encore perfectionné. Mais celle-ci nous permet de voir une partie de la collection japonaise de Montesquieu. Vous avez la mini-vitrine au milieu. Une collection qu'il a par ailleurs minutieusement documentée par des photos dans un autre album. Donc la structure en arrière-fond serait-elle cette fameuse bibliothèque serre. Donc un autre cliché pris dans la chambre de Montesquieu, ici, vous avez sur la gauche des hortensias et des chauves-souris qui sont mentionnés par Rodenbach mais pas Goncourt. Ce sont les titres de ces deux premiers volumes de poèmes, donc les hortensias bleues et puis les chauves-souris, et apparemment les thèmes des soirées qui tenaient dans le jardin. Vous avez à gauche un programme un peu plus classique de l'album de la Bibliothèque nationale avec la musique de Wagner et Fauré, Edmond de Polignac, Xavier Perrault, et puis des récitations de poèmes par Montesquieu par Monsieur Le Bargy de la Comédie Française. Oui, c'est un peu difficile à lire peut-être. À droite, vous avez donc un programme partagé par Madame Lentiac qui vient des archives ici, où vous avez encore des récitations de la musique, mais cette fois chauve-souris. Donc Montesquieu semble aussi avoir invité des amis à regarder des feux d'artifice du jardin. Je pense que c'est son secrétaire qui indique que les photos ont été prises dans le jardin parce que l'angle ne correspond pas, donc à mon avis c'est plutôt vers le Trocadéro. Mais c'est ainsi que nous retrouvons dans ces albums des expérimentations de photographie des nadars, lumière du feu d'artifice au moment de la construction de la tour Eiffel, et puis un autre où vous voyez très mal, mais le pôle nadar en bas. Donc on voit aussi donc, dans l'exposition, vous voyez cette amitié entre Clémenceau et les nadars qui étaient partout, donc ils étaient aussi affiliés et venaient chez Montesquieu. Expérimenter avec la photographie de nuit, qui est aussi intéressante que la photographie à l'intérieur, sans ou avec flash. Donc ces albums de Montesquieu nous donnent de nouvelles perspectives sur les photographes légendaires, Otto, Nadar. Mais il est moins surprenant que Nadar ait quitté son studio, parce qu'ils sont connus pour l'expérimentation. Les photos prises des montgolfières lors de la Commune, vous verrez des images en haut, ou le flash, qui commence très très tôt à expérimenter le flash. Vous avez aussi une très belle série de photos prises par Félix, père, Paul, fils, de Clémenceau à 40 ans de différence. Donc, toute cette tradition photographique vient jouer dans ces prises, ces poses de 1898 de Dornac. Si Clémenceau s'assoit pendant 30 secondes, parce que Dornac photographiait son flash, c'est pour ça que tout le monde est comme ça. Il s'inscrit dans une lignée artistique à la fois de la série de Dornac, mais aussi la lignée de Montesquieu, déjà bien connue par les amis artistes. Donc, comment Clémenceau, qui participait si activement au cercle japonisant et fréquentait le grenier de Goncourt, n'aurait-il pas été attiré par le pédigré de cet appartement japonisant de 8 rue Franklin? Donc, comme nous le savons des actes du colloque du beau volume Clémenceau et les arts,
Il est directement impliqué dans le monde des arts dès les années 1890. Il aide à créer de nouveaux musées d'Extrême-Orient, comme le musée Guimet ou le musée Clémence d'Henry. Il assiste aux soirées dîners des amis japonistes. Donc, même s'il a dû vendre une grande partie de sa collection en 1994, il continue à collectionner et s'associer donc avec la résidence de Robert de Montesquieu, gentilhomme poète, comme on l'appelle dans la presse, japonisant connu, confère quand même un cachet à Clemenceau, homme politique jadis, écrivain de talent aujourd'hui. Donc petit à petit, l'accueil de Clemenceau, redevenu homme politique, va remplacer le souvenir de Montesquieu et le souvenir de ce japonisme artistique qui a marqué les années 90 pour ensuite devenir plus diplomatique. Donc le Japon des Japonais, du Saionji et d'autres. Donc pour arriver à une conclusion, les photos en circulation aujourd'hui qui sont dénuées de contexte, quel photographe, quelle année, quel lieu, portent à confusion. Et surtout comme elles étaient très souvent republiées par des journalistes des décennies après avoir été prises. Les albums comme ceux de Goncourt et Montesquieu, avec des légendes écrites de la main même de celui qui les a assemblées ou par ceux qui ont connu les événements en question, sont en général assez mal connus, car toujours cachés, dans des archives personnelles ou familiales. Mais lorsqu'on les retrouve, quel bonheur, parce qu'ils nous racontent des choses très intéressantes sur les photographes de l'intime, comme nous l'avons vu pour Dornac, Otto, Nadar, qui circulent, qui saisissent cette sociabilité fin de siècle. Et avant tout, nous découvrons des clichés inconnus, des photographes qui n'ont pas laissé d'archives. Donc, cette délicatesse à l'égard des clients de Dornac, par exemple, peut sembler assez extraordinaire de nos jours, le fait qu'il n'ait pas publié toutes ces photos. Il donne aux clients l'opportunité de choisir les poses qu'ils préfèrent, de les retoucher, même de les reprendre si la lumière n'est pas bonne. Il ne publie pas ces photos de l'intime. Pensez à Clemenceau et son poulailler. Il y a l'autre dans sa chambre, et autant que je sache, ça n'a pas été publié non plus. Donc, il demande la permission de ceux qui s'y figurent. Donc, lorsqu'on choisit la photo, elle est pour la promotion. En revanche, la presse n'a pas le même respect. Et une fois des photos publiées, les éditeurs les emploient comme ils le veulent, sans composer les photographes et sans demander la permission au sujet. Donc, Guy de Maupassant, dans une histoire assez connue, intente un procès pour arrêter la publication d'une image que Charpentier veut publier, mais il n'aime pas cette photo. Il va jusqu'à demander à Dornac de témoigner lors du procès de son manque de volonté de faire publier des images de lui-même. La Convention de Berne de 1886 concerne les œuvres littéraires et artistiques, mais la photo n'est pas encore bien rentrée dans ces catégories. Donc, il faut vraiment attendre la fin du 19e pour que des procès donnant les droits aux photographes commencent à fixer les règles de cette circulation. Et ça explique d'ailleurs pourquoi, au dos des photos de Dornac, vous avez cet avertissement contre la republication. Nous mettons en garde les amateurs contre les productions similaires faites sans goût ni souci d'art et de vérité que notre succès a suscité. Les personnalités, les sujets comme Clemenceau vont très très vite apprendre les dangers de la reproduction photographique et la difficulté de reprendre des photos déjà en circulation. Et vous voyez donc ces séries chez les contemporains chez eux à une limite très fixe, et ce qui explique pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de photographies de ce genre. Donc ça soulève en partant en fait une question très importante de notre époque, parce que finalement c'est la même question de cette circulation
sans contrôle des photos une fois lâchées dans la sphère sociale. Et nous n'avons toujours pas réglé le problème. Mais ça nous aide à créer des maisons-musées comme celui-ci, à base de photos comme celle de Dornac. Donc, je vous remercie de votre attention. Elisabeth, je ne connaissais pas du tout l'article de Gilles Blas de 1896, donc on apprend tous les jours. Donc j'ai hâte de le lire en entier. Je n'ai pas retenu, enfin, tu me dises, voilà. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la photo précédente de Clémenceau voilà. En fait, tu dis que Clémenceau n'aime pas les hortensias, mais il y en a un peu partout. C'est vrai, hein? Il a gardé, il a voilà, peut-être gardé le papier peint. Voilà. Et on a encore un petit exemple comme ça. Alors, est-ce que c'était les hortensias de Montesquieu? Quand vous regarderez dans la bibliothèque, il y a juste à lever les yeux au-dessus de la porte de la chambre de Clémenceau et vous voyez l'ancien papier peint. Non, parce que les photos de Dornac, mais surtout les photos des années 20-30 nous ont servi à nous pour commencer les restaurations, par exemple, du cabinet de travail. Et on avait découvert quand même avec cette photo, et puis même vous voyez la moquette, parce que tout le monde me posait la question, mais est-ce que la moquette existait? Ben oui, ça existait déjà à l'époque, et il y a des motifs d'hortensia. Voilà, mais en fait j'avais pas de questions, c'était juste pour dire qu'en fait il avait dû accepter les hortensias. Il les a peut-être il dit qu'il les a effacés pour commencer à neuf, voilà. Mais en fait... Moi j'aurais une question si je peux. Absolument. Parce que, disons qu'avant les gens se faisaient faire le portrait. Ça coûtait très cher. Ça dépend quel peintre on prenait. Mais là, par exemple, est-ce que les photographes demandaient que Clémenceau paye ses photographies? Comment ça fonctionne? C'est une excellente question. En fait, c'est exactement l'intérêt de cette série. Les photos étaient gratuites, mais la contrepartie est la commercialisation de ton portrait. Donc, si on voulait payer, on avait le droit de les protéger. Donc, de ne pas les publier. Donc, il y avait ce pari et au commencement, les gens ne comprenaient pas. Donc, il y avait des portraits qui partaient. On disait, mais non, mais mon image est à vendre dans un magasin. C'est une nouvelle invention. Exactement, oui. Non, très bonne question. Donc, Clémenceau, il n'a pas dû payer, mais il a dû accepter à ce que la photo... Mais ça fait quand même une très belle, un très beau souvenir pour les enfants. Juste une question qui n'a rien à voir peut-être avec votre exposé. Qu'est devenue la maison de Clémenceau à Moret-sur-Loing? Le musée Clémenceau à Moret-sur-Loing. Alors, c'était la maison de Michel Clémenceau. Ah, c'est la maison de Michel, le fils. La Grange Batelière. Voilà. Mais qui a été bien documentée dans un travail d'Aurélie Samuel, il me semble. Il y a beaucoup de photos de cette maison en couleur et notamment des collections japonaises. C'est pas plutôt ça, Aurélie Oui, elle a fait, mais elle avait toute une page sur cette maison, il me semble, en disant l'ancienne maison. Donc ça répondrait peut-être avec des images. Rien, vous voulez visiter? Alors maintenant, la maison a été vendue. Hein. Oui. La maison de la Grange Batelière et toute la collection de Michel, de Madeleine, Clémenceau, enfin la lecture de Michel a été vendue en 2015 en vente aux enchères. Voilà. C'est ça en fait, c'est à partir de ce catalogue d'exposition, de vente. Voilà. Ouais. C'est juste une page, si je me rappelle bien, mais elle parle un peu de... Ah, je ferai circuler le livre. Oups. Pardon, je suis attachée. Ce qui est vraiment intéressant, et enfin, ça mériterait une étude, c'est le croisement entre cet album et puis les images qui ont les photos originales et puis des copies qui ont été donc copiées dans l'album de la Bibliothèque nationale. Donc il y a une reprise, donc il y a certaines photos qui semblent figurer dans une mais pas dans l'autre, par exemple, ou qui complémentent. Donc si vous avez assisté à l'exposition
au musée d'Orsay, donc vous auriez vu les images qui viennent de cet album, par exemple. Bon, je vous laisse de nouveau revoir cet appartement avec des nouveaux yeux maintenant. Faire le lien avec ce qu'on vient d'apprendre avec Elisabeth et Valérie. Un grand merci Elisabeth. C'est un plaisir, c'est le week-end.